Très chers internautes, bonjour et bon week-end à tous et à tous, partout où vous vous retrouvez. Eh bien, nous sommes là aujourd'hui devant vos petits écrans, vos téléphones. Nous sommes le 29 mars 2025. Qu'est-ce qu'on va discuter aujourd'hui? Ce week-end, nous aurons l'habitude de parler du week-end. On va essayer de faire un peu d'actualité politique résumée pour que vous compreniez les questions de l'heure. La RDC sur le chemin de la victoire. La balle est dans notre camp. On va essayer de développer pour que vous compreniez la période pendant laquelle nous nous retrouvons. Alors, pour bien élucider la thématique d'aujourd'hui, on va les décliner en plusieurs points, notamment 4. Premier point, nous parlerons de le déclin du leadership du Rwanda, de Paul Kagame. On va en parler. L'incapacité du ministère des Affaires étrangères du Rwanda à défendre leur cause. 3. Le sang-froid de Félix Tshisekedi face aux détracteurs de la RD Congo, tant au niveau national qu'international, voire sous-régional. Et le dernier point, on parlera du front militaire. Qu'est-ce que cela représente à l'heure actuelle? Sans tarder, je vais vous demander, très chers internautes, veuillez nous aider à pouvoir protéger nos vidéos, à améliorer nos algorithmes par vos j'aime. Vous cliquez sur les j'aime. À force que vous cliquez sur les j'aime, vous permet à ce que nos vidéos soient mises en avant et puis ça soit protégé le plus longtemps possible. Et comme ça, on pourra continuer à interagir avec vous. Je pense que ça sera la moindre des choses pour que vous puissiez nous aider à pouvoir continuer à faire ce travail que nous le faisons par passion parce que nous l'aimons. Nous aimons ce travail et c'est du plaisir pour nous de pouvoir partager avec vous comme ça le sujet d'actualité. C'est comme ça pour nous, une manière pour nous de contribuer à la contribution, à la construction de notre édifice qui est la République démocratique du Congo. Alors, sans tarder, on passe au premier point, le déclin du leadership du Rwanda. Vous devez savoir qu'il y a eu un moment où le président rwandais, après avoir fait le coup d'État militaire et devient le président du Rwanda, le président rwandais s'était positionné en maître au niveau de la sous-région au fil du temps. Et plus ou moins, il y a maintenant à peu près 25 ans et plus, où le président rwandais est en train de dominer. Et la République démocratique du Congo était constituée pour le Rwanda, et notamment aussi avec l'Ouganda, comme étant leur marche-pied où ils pouvaient venir faire tout ce qu'ils veulent, ils contrôler jusqu'à l'heure où je vous parle. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Toute la partie est de la République du Congo était contrôlée par le Rwanda et l'Ouganda. Le président rwandais avait les droits, pour ne pas dire la possibilité, les droits de désigner des personnes qui devaient diriger toute cette partie est. Donc, les gens qui devraient être les responsables de cette partie-là devraient provenir du Rwanda. Et du coup, le minerai et tout ce qui va avec la terre était constitué comme étant des biens personnels du président rwandais et de l'Ouganda, le président Museveni. Et voilà que, au fil des années, nous avons eu le président qui se sont succédés jusqu'à arriver au président Tshisekedi. Le président Tshisekedi, par sa bonne foi, en arrivant au pouvoir, a voulu nouer des relations de bon voisinage avec le Rwanda pour pouvoir voir en quelle mesure nous pouvons profiter tous de nos richesses. C'est ce qu'eux, ils appellent, vous avez vu tous, même que ce soit le président Sarkozy, quand il était président de la France, lorsqu'il était venu à Kinshasa, il parle de partage des richesses de la République du Congo qui ne devait pas être resté seulement pour le Congo. Mais en réalité, c'est ce qu'avait fait le président Tshisekedi lors de son accession au pouvoir à la magistrature suprême dans la République du Congo. Il est allé voir le président rwandais, leur demandant qu'on peut nouer des relations, vous avec votre carnet d'adresse, nous avons des matières premières, au lieu que nous-mêmes, nous les exploitants, nous les produisons, les propriétaires des usines, où on peut créer une usine de raffinerie au niveau du Rwanda, vous vous raffinez, et puis avec votre carnet d'adresse, nous allons chercher des marchés, on vend, on partage, donc on est un peu. Puisque vous devez savoir une chose, ça c'est une parenthèse que je vais ouvrir, c'est que les problèmes les plus majeurs dans le monde dans lesquels nous nous retrouvons, ou soit dans la vie internationale, en fait, en réalité, ce sont les trois ordres. Le premier ordre, c'est que les gens ici dans le monde, ici, se battent en cause des minéraux. Donc, je voulais parler des richesses. Deuxièmement, il s'agit
des terres, ce qu'on appelle le territoire. Et troisièmement, il s'agit de l'hégémonie, c'est-à-dire que la volonté de vouloir dominer sur les autres. Donc, dans la vie internationale, dans le monde dans lequel nous nous retrouvons, permettez-moi cette tautologie, il n'existe pas d'amitié ou bien d'amour sentimental. Non, non, non. Ici, il s'agit que des intérêts. Et donc, les États, lorsqu'ils veulent récupérer, par exemple, le président de la République, le président des États, lorsqu'on leur nomme, pour eux, ils disent à la population que vous me mettez au pouvoir, je ferai en sorte que je rencontre vos désidératas. Parfois, des désidératas de la population, dans leur pays, ils n'ont pas la capacité de pouvoir les réaliser. Donc, il faut aller les chercher ailleurs. Un président, quand il arrive au pouvoir, il rassure à sa population que je serai à mesure d'aller chercher partout où vos désiderata se retrouvent. Je vais les chercher pour les retrouver afin de vous satisfaire. Et il en est le cas, par exemple, de minerais de richesses pour des pays. Aujourd'hui, nous sommes en plein 21e siècle où c'est un siècle de vitesse où on a besoin de la technologie. Nous avons tous ces minéraux-là liés aux technologies, des métaux critiques qui permettent à ce qu'on puisse aller de l'avant. Et donc, les chefs d'État vont faire des promesses de ce genre et ils vont aller chercher. Donc, ils ont plusieurs moyens. Donc, soit ils ont des moyens qu'on appelle les moyens de paix, donc la coopération. Ils peuvent venir coopérer avec vous, faire des contrats, des partenariats gagnant-gagnant afin que leur population respective puisse en bénéficier. S'ils trouvent, d'ailleurs, c'est ce qui est le cas, que dans le cadre de coopération, ça tarde, il y a tellement de procédures qu'on pense qu'on n'arrive pas à beaucoup gagner. Donc, ils vont utiliser des moyens belliqueux, on appelle des guerres, en créant des rébellions, des troubles, pour venir récupérer ça par force, c'est-à-dire des moyens violents. Donc, c'est ce qui se passe dans notre pays. C'était une parenthèse pour que vous compreniez ce que je voulais dire. Enfin, j'étais en train de dire que donc, le Rwanda avait estimé, c'est ce que fait les globalistes, les multinationales, ils pensent que non, ils ne peuvent pas passer par des moyens légaux pour venir prendre, ils vont utiliser des moyens de violence en utilisant le Rwanda et puis certains groupes congolais qu'on met à la tête pour piller nos richesses afin de gagner plus. Parce que le monde, c'est le monde d'intérêt, le business, c'est les intérêts, gagner plus, tout ça. Là. Cette volonté de gagner plus, il n'y a pas de pitié. S'il faut venir même pour tuer, pour un État, tuer quelqu'un, ça veut rien dire pour eux. Parce que pour eux, c'est les intérêts et ils gagnent. Donc, nous devons comprendre que nous, en tant qu'État, nous devons se revêtir de cette volonté de puissance pour pouvoir. Et donc, les Rwandais, avec l'arrivée du président Tshisekedi, après avoir compris que le président rwandais n'avait pas la volonté de vouloir créer des situations de coopération gagnant-gagnant, puisqu'il s'était déjà habitué à gagner plus dans cette partie Est. Le président Tshisekedi, voyant cela, et d'où il s'est décidé maintenant de tourner la face et puis de se comporter à un président souverain, dans un État souverain, donc on ne peut pas se laisser faire. Donc, d'où la problématique de vouloir, de toute cette guerre ici. Donc, ils se sont décidés maintenant, les Rwandais, de vouloir nous attaquer pour nous imposer leur rythme, parce que c'était comme ça. Le président Tshisekedi avait décidé, il a tapé la main sur la table et c'est fini. Donc, puisque vous ne voulez pas, on casse des relations et puis on va recouvrir toute l'étendue de notre territoire pour que nous puissions en bénéficier. Donc, ils ont fait la guerre, ils ont commencé à faire la guerre. Ça, pensant que c'était facile, que Tshisekedi ne pourrait pas être à mesure de le mater. Parce qu'ils ont sous-estimé Tshisekedi, estimant que non, c'est un monsieur, rien, il ne connaît rien en politique, tout ça là. Sans oublier que c'était le fils du Sphinx, donc l'opposant historique. Et alors ils oublient que Tshisekedi a été encadré par sa président, nommé même, il était secrétaire général chargé des affaires extérieures. Donc, il a pu quand même aller rencontrer plusieurs grands hommes de ce monde-ci. Il avait quand même la compréhension du géopolitique, mais aussi de la vie internationale, comment ça se comporter. Donc, et ils l'avaient sous-estimé. Du coup, on est bloqué. Le fait qu'on est bloqué, Kagame a décidé de vouloir mater Tshisekedi. Il a mis son armée. Plus de la moitié, on parle maintenant là, de l'armée rwandaise se retrouve dans les territoires de la République du Congo. L'objectif, c'est de mater. Tshisekedi a utilisé plusieurs fois. Parce que vous devez savoir que pour reconnaître la qualité d'un État, on le reconnaît par deux éléments. Un, d'abord, son soldat, et deux, son diplomate. Son soldat, parce que vous devez savoir que dans un État, c'est-à-dire que la sécurisation d'un État, avant tout d'abord, c'est les militaires. Parce que les militaires, l'objectif, c'est de protéger les frontières de la République.
Et donc, dès lors que vous avez des soldats à même de pouvoir protéger les frontières de la République, vous serez respecté, les gens vont vous craindre. Mais dès lors que vous n'êtes pas à mesure de le faire, les gens vont entrer dans votre territoire, la police ne saura pas résister, donc ils vont fuir. C'est ce que nous constatons. Parce que nous avons eu des difficultés pour avoir des soldats en raison de toutes ces infiltrations qu'on va développer un peu plus loin. Et donc, là, deuxièmement, la diplomatie, parce que la diplomatie, c'est quoi en réalité? Bref, la diplomatie, c'est la politique intérieure d'un État vis-à-vis des États étrangers. Donc, tous les États, quelle est notre stratégie au niveau intérieur que nous voulons appliquer vis-à-vis de la France, vis-à-vis du Rwanda, du Burundi? Est-ce que si on nous posait la question, pouvez-vous nous montrer qui se charge de la question de la sécurité ou de la politique de la République du Congo face au Rwanda, la politique sécuritaire? Donc, le problème de la République du Congo, c'était plus des politiques publiques sectorielles que nous avons du mal à avoir et surtout la continuité de l'État. Puisque l'État est régi par des principes. Les principes d'adaptabilité, c'est un principe sacro-saint et suivi des principes de la continuité des services publics de l'État. Cette continuité permet à ce que lorsqu'un responsable quitte, l'autre arrive, il trouve qu'il y a des choses qui sont déjà là, il faut la continuité. Il ne peut pas venir changer la vision de l'État si ce n'est que pour rajouter quelque chose de plus meilleur que ce qui existe. Donc, changer choses comme ça s'appelle de la trahison. Donc, vous voyez déjà, pour nous, les présidents rwandais ont voulu maintenant mater Tshisekedi parce que militairement, ils s'étaient déjà préparés depuis très longtemps. Ils ont attaqué alors que le président Tshisekedi avait utilisé l'arme avec laquelle il était habitué, c'était de la diplomatie. Les gens l'ont critiqué des voyages par là, alors qu'on ne parlait plus de la République démocratique du Congo. La République du Congo était représentée par le Rwanda, le Congo-Brazzaville, que ce soit sur des sujets de l'environnement, tout ça. L'argent qu'on devait donner pour l'environnement, alors que nous représentons la grande partie de la forêt et que nous devons être payés pour que nous puissions protéger nos forêts. Mais cet argent-là était distribué à Brazzaville, Rwanda, mais aussi avec d'autres autorités congolaises qui n'étaient pas responsables, en fait, en réalité. Et voilà, Tshisekedi a utilisé la diplomatie. Il est allé devant toutes les instances internationales, le Conseil de sécurité, le Conseil des droits de l'homme, au niveau de la région, tout ça là, et ça a commencé à payer. Et donc, mine de rien, le président rwandais pensait que c'était de la blague. Il y a des sanctions qui commencent à tomber, il y a des difficultés. En réalité, c'est parce qu'on n'habite pas le Rwanda. Le président rwandais a animé un meeting public pour demander à sa population déjà de serrer la ceinture parce qu'il y a des choses dures qui arrivent. Donc, ce ne sont pas des mythes, ce sont des réalités. Donc, face à cette difficulté-là, ça apparaît à l'évidence que le déclin de l'hégémonie rwandaise est déjà arrivé. Et donc, ils sont en difficulté. Alors, comme tout bon dictateur, les gens qui s'étaient déjà habitués à faire les choses, à dominer, donc ils ne peuvent pas s'avouer vaincus si facilement. C'est pourquoi ils sont en train de continuer. Et voilà ce que nous pourrons vous parler par rapport au leadership du Rwanda. Parce que là, maintenant, il est déjà sali. Le président rwandais est sali sur tous les points. Parce que vous devez savoir que le président rwandais, son objectif, c'est d'abord, de ne pas perdre sa crédibilité, mais aussi de protéger sa sécurité, sa survie, c'est-à-dire que son pouvoir. Alors que la manière dont il est sali sur le plan international, parce que les choses qu'il faisait, c'était déjà tellement bien protégé que personne ne pouvait venir lui en parler. Pourquoi? Parce qu'il était bien protégé. Il n'y a personne qui l'accusait. Au Congo, ils avaient déjà contrôlé le Congo parce que tous les dirigeants qui étaient au Congo étaient sous sa coupe. Donc, on ne pouvait plus rien faire. Et Tshisekedi devait ravir le Congo. Le Congo, en fait, en réalité, était déjà découpé à morceaux. Même si on était resté République du Congo, c'était que de nom. En réalité, en termes de gestion et de gouvernance, c'était dans les mains de plusieurs autres États, notamment l'Ouganda et puis le Rwanda. Et donc, c'était la réalité comme ça. Donc, on vivait comme ça d'un État de nom. Et là, maintenant, on veut retrouver notre souveraineté, notre indépendance, notre autonomie. Et voilà, c'est la guerre. C'est comme qui dirait, lorsque quelqu'un est malade et qu'on injecte un produit pour soigner la maladie, le constat serait c'est que la maladie va augmenter. C'est ce qu'on appelle la douleur d'affrontement, c'est normal. Et que nous devons comprendre que le leadership du Rwanda est en train d'arriver à la fin. Et que nous devons nous préparer par rapport à cela. Le deuxième point, on va parler de l'incapacité du ministère du Rwanda à défendre leurs causes. Nous avons tous suivi qu'au Conseil de sécurité, lorsqu'il s'agissait du ministre des Affaires étrangères rwandais, de pouvoir défendre devant le
point de presse après avoir participé au Conseil de sécurité et qu'il était devant les points de presse qu'il devait faire aux journalistes en provenance de plusieurs autres pays au niveau des Nations Unies. Le ministre des Affaires étrangères rwandais n'était pas à mesure de pouvoir répondre aux questions. C'est-à-dire que les prétextes qu'ils utilisaient des FDLR se retrouvant en République du Congo, ce qui leur permettait de pouvoir faire la guerre, on lui pose la question de savoir si ils ont des militaires au Congo. Il dit non. Alors que il y a les rapports des Nations Unies, les experts des Nations Unies. Les Nations Unies disent tout haut, même les pays développés qui ont des moyens de leur politique pour pouvoir faire des enquêtes, disent clairement qu'il y a des militaires rwandais au sol, et ils refusent. Et pourtant, il veut se présenter comme un donneur des hommes, un pays contributeur des hommes au niveau du Conseil de sécurité, mais il n'accepte jamais aucun rapport du Conseil de sécurité. Voyez-vous, toutes les manœuvres possibles qu'ils ont cherché à faire, quand est-ce que les FDLR ont tenté de renverser le régime au Rwanda, il n'a pas pu donner, et quand, des dates précises, et quand. Qu'est-ce qui a motivé leur attaque maintenant ici pour soutenir les M23, mais aussi d'autres groupes rebelles dans la région? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous pillez nos richesses? Il n'a pas pu répondre à toutes ces questions-là. Donc, c'était clair que... Et voilà. Pourquoi? Parce qu'on les a mis en nuit. Avant, ça ne se faisait pas. Qui pourrait avoir le courage dans la région au Congo pour pouvoir aller mettre en nuit comme ça les actions du Rwanda devant toutes les instances internationales? Personne. Le fait d'avoir fait ça, ça prouve à suffisance que Tshisekedi a vraiment fait un travail qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on peut parler de la République du Congo et puis on peut aussi nous défendre pour que nous puissions récupérer l'intégrité de notre territoire. C'est pourquoi ça nous amène à ce troisième point que je parle, que les sang-froid de Félix Tshisekedi face aux détracteurs de la République du Congo, tant au niveau national qu'international et régional. C'est-à-dire que Tshisekedi a fait face, la guerre à l'est de la République du Congo, ce n'était pas seulement le fruit du Rwanda. Le Rwanda était utilisé, il profitait avec ses velléités expansionnistes face aux multinationales globalistes qui étaient derrière lui, voulant que la République du Congo ne puisse pas être à mesure de pouvoir s'organiser pour piller gratuitement, comme je vous l'ai dit, au plus haut point. Et donc, il voulait imposer à Tshisekedi des règles et que Tshisekedi a refusé. Il les a demandé de passer par la grande porte. Le fait pour lui de tenir des... C'est très clair justement parce que vous allez voir que Félix Tshisekedi a fait face à plusieurs groupes de gens ne voulant pas que la République du Congo puisse s'organiser pour avoir son élan, s'est manifesté très clairement. Nous avons vu que déjà que il y a eu le Rwanda par rapport à son positionnement. Les multinationales derrière le Rwanda, ils ont utilisé le Rwanda. Ils ne voulaient pas que la République du Congo puisse s'organiser, avoir une armée forte, une administration forte et de pouvoir s'organiser facilement et puis être autonome. Donc, ils ont fait en sorte que la République du Congo dépende d'autres pays, notamment le Rwanda, l'Ouganda, et que ces minéraux, les richesses de la République du Congo, surtout dans sa partie Est, ne puissent pas être contrôlés par la République du Congo pour que nous puissions être en difficulté de pouvoir se développer si facilement. Donc, déjà, vous avez vu que sur ce point-là, c'était très difficile, mais Tshisekedi a fait face. Donc, déjà, il n'a pas paniqué et il a montré la position de la République du Congo, ce que veut la République du Congo, et justement, c'est de cette façon-là que la République du Congo existe maintenant là, et nous sommes en train de montrer que nous existons. Puisqu'avant, la République du Congo, on ne parlait pas de nous. C'est-à-dire que la République du Congo était représentée sur le plan international, par exemple, par le Rwanda et le Congo-Brazzaville. Donc, par exemple, en ce qui concerne l'environnement, la forêt, nous avons quand même une bonne partie de la forêt qui devait être préservée pour des raisons de l'amélioration de l'environnement, mais les intérêts sinon des financements qui ont été alloués pour le fait pour nous de ne pas utiliser nos forêts, mais étaient distribués, partagés par le Rwanda, le Congo-Brazzaville et d'autres pays. Mais nous, on était absents et uniquement certains responsables qui bénéficiaient des miettes qu'on leur donnait. Tout ça, mais Tshisekedi, en arrivant, il est allé circuler dans toutes les instances internationales, parlant de la République du Congo, la plaque de la République du Congo, les droits qui nous reviennent, c'est que les personnes, les États nous doivent, la communauté internationale nous doivent. Donc, dans ces cas-là, c'était vraiment quelque chose qui prouve que la République du Congo réapparaît sur la scène internationale. Et ça faisait
mal aux détracteurs de la République du Congo qui ne voulaient pas voir que cela, ça soit ainsi. Et au niveau interne, la République du Congo, ou le Congo, Tshisekedi a rencontré une opposition des gens de mauvaise foi, au point que nous avons des compatriotes, des traîtres, on les utilise déjà au niveau des groupes rebelles, on les met juste devant pour maquiller le pillage de nos richesses par les multinationales, par le Rwanda et l'Ouganda. Et ces Congolais-là trahissent la République uniquement pour des intérêts égoïstes, alors que le pays est en train de disparaître. Et aussi, de l'autre côté, il y a eu l'opposition non armée, dit-on, et que cette opposition-là ne voulait pas que le président de la République puisse travailler dans la sérénité, au point que lorsqu'il va négocier des partenariats pour l'intérêt de la République du Congo, et ils les combattent, ils ne veulent pas que cela bénéficie, parce qu'ils ont personnalisé l'État. Donc, tous les intérêts, l'avantage qu'il devait avoir l'État, et ils voient que c'est Tshisekedi qui va en bénéficier. Et donc, on ne peut pas accepter qu'il soit là ou bien qu'il réussisse de peur que nous disparaissons. Donc ça, cette manière de voir les choses, c'est ce qui nous a amené ces difficultés. Malgré tout cela, Tshisekedi n'a pas baissé les bras. Il s'est montré et quand même, il s'est montré quand même résistant. Et voilà, le résultat sont là. Aujourd'hui, on parle de la République du Congo. Les deals entre les États-Unis, si cela arrivait à se concrétiser, puisque tout est déjà fin prêt, donc ça sera une réussite totale pour la République du Congo et il n'y aura plus assez de guerres. Donc, toutes ces difficultés que les opposants et des pays qui ne veulent pas que la République du Congo puisse avancer, ils sont en train de les sentir. Et donc, c'est clair. Et donc, un autre élément, c'est les fronts militaires. Les fronts militaires, pour nous, nous devons savoir une chose qui est toutes les réussites diplomatiques que nous avons eues, sans une armée efficace, risquent de ne pas se faire sentir. Ou soit, l'avantage que nous avons acquis sur ce point-là risque de ne jamais exister ou bien d'être considéré. Parce que justement, si le plan diplomatique a réussi, puisque sur le plan international, la vie internationale, ce n'est question que des intérêts. Si par exemple, les rebelles arrivaient à occuper une bonne partie de notre territoire, ces organisations, ces instances internationales seront obligées de considérer ces groupes rebelles au point de basculer des choses et que toutes les sanctions qui ont été infligées à ces groupes-là puissent être restées de lettres mortes et que vous voyez que ces gens soient considérés et que tout change. Et donc, Tshisekedi devrait, sur le plan militaire, faire un effort, c'est que nous félicitons le fait pour le gouvernement d'augmenter les salaires des militaires, mais cela ne devait pas rester là puisque c'est tellement insuffisant. Pourquoi? Parce que l'organisation de l'armée, ce n'est pas seulement les salaires, mais c'est les matériels, la formation militaire. Le monde aujourd'hui, la guerre, c'est une guerre de technologie. Il faut sur le plan des cybertechnologies que nous puissions être forts. Achetons des armes, achetons des matériels, des drones de combat et des systèmes anti-brouillage et contre-brouillage même. Et comme ça nous permettra de pouvoir faire face à des ennemis, comme ça a été le cas par exemple à Walikale, où nous avons bombardé l'avion, mais tout ça là, mais ça n'a pas suivi, que l'armée des terres n'a pas suivi pour pouvoir conquérir cet espace-là. Nous devons fournir des efforts sur ces points-là pour ne pas nous voir envahir par des gens qui ne veulent pas que les Congo puissent exister. Voilà ce que je pourrais vous présenter aujourd'hui. Très chers internautes, ce que moi je vous demande, c'est de nous aider à aimer nos vidéos pour que nous puissions protéger nos vidéos, améliorer nos algorithmes, mais aussi voir nos vidéos être mises en avant par le fait qu'il y a beaucoup de j'aime. Si vous voyez que nous sommes en train de continuer à faire ce travail, c'est justement parce que vous nous appuyez par vos j'aime. Nous vous demandons de continuer à le faire, surtout de l'améliorer parce qu'il n'y en a pas vraiment assez par rapport à nos vidéos et nous risquons de ne pas continuer à le faire. Donc, nous vous demandons de le faire. Donc, pour clôturer, je me présente, je suis Guilhem Ikobi-Kwete, juriste de formation, expert en politique publique et en stratégie de développement, chercheur, je suis diplômé en ressources humaines et négociateur. Et donc, pour moi, je vous dis merci beaucoup d'être présent, en train de nous suivre. C'est que moi, je peux vous souhaiter un excellent week-end, de bonnes choses, que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine.